Bonjour, je suis Audrey Cadeau, chargée de mission au sein du Centre de ressources et d'information pour les bénévoles, service interne du Comité territorial olympique et sportif de Nouvelle-Calédonie. Je vais vous présenter le module d'auto-formation sur l'organisation de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de votre association. La loi de 1901 étant très généraliste, elle n'a prévu aucune obligation concernant la tenue annuelle d'une assemblée générale. Cette obligation se retrouve en général dans les statuts de l'association, mais elle peut aussi être imposée par les organes de tutelle, tels que les fédérations françaises et les ligues ou comités régionaux, et surtout par les collectivités territoriales versant des subventions publiques. Nous nous efforcerons donc, dans un premier temps, de définir qu'est-ce qu'une assemblée générale, pour aborder dans un second temps ses compétences. Dans une troisième partie, nous verrons la préparation de l'Assemblée générale annuelle, ainsi que son déroulement dans une quatrième partie, puis son issue par la rédaction du procès-verbal dans une cinquième partie. La dernière partie sera consacrée aux conséquences des irrégularités de l'Assemblée générale. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une Assemblée générale ? L'Assemblée générale est la réunion de l'ensemble des membres de l'association. C'est l'organe souverain puisque c'est elle qui peut prendre l'ensemble des décisions en dernier ressort. L'Assemblée générale ordinaire annuelle a pour but d'informer les adhérents sur la gestion et l'administration de l'association au cours de l'exercice par les administrateurs qui sont généralement les membres élus au sein du comité directeur. Son organisation doit être précisée dans les statuts et ou le règlement intérieur de l'association qui définissent également dans quel domaine elle est compétente. Voyons donc, dans cette deuxième partie, en quoi l'Assemblée générale ordinaire annuelle est compétente. Il faut savoir qu'il n'y a aucune liste exhaustive des compétences de l'Assemblée générale ordinaire annuelle. De ce fait, elles doivent être stipulées clairement dans les statuts ou le règlement intérieur de l'association. Nous pouvons cependant retenir qu'elle doit entendre et voter le rapport moral et d'activité de l'année écoulée, donner quitus aux administrateurs pour l'exercice financier, approuver le projet de budget, élire ou renouveler le mandat des administrateurs quand il y a lieu, être l'autorité disciplinaire d'appel, décider des actes essentiels concernant le patrimoine de l'association, voter le montant des cotisations et délibérer sur les perspectives de l'association. Je vous le rappelle, l'Assemblée générale est l'organe souverain de l'association. Dans ce cadre, les dirigeants devront s'attacher à préparer de manière rigoureuse leur Assemblée générale ordinaire annuelle afin que l'ensemble des documents y soient présentés et votés. Il leur faudra en effet préparer obligatoirement les 3 rapports, à savoir le rapport moral, le rapport d'activité ou sportif et le rapport financier. Concernant le rapport moral, il est rédigé et généralement présenté par le président. Il reflète la politique menée par l'association au cours de l'année écoulée, mais également les perspectives pour la prochaine saison. Le rapport d'activité ou sportif, qui peut être intégré au bilan moral pour les petites associations, s'il est séparé, il est en général présenté par le secrétaire général ou par le directeur technique ou par l'éducateur sportif ou même par le président de la commission sportive. Le rapport financier est quant à lui présenté par le trésorier et comprend un compte de résultats, le bilan financier de l'année écoulée et le budget prévisionnel de la prochaine saison. Il est important que le rapport moral, le bilan financier ainsi que le projet de budget soient votés par l'Assemblée générale, notamment pour l'attribution des subventions publiques. Après la préparation de l'ensemble des documents, la convocation sera rédigée en prêtant attention au destinataire, à la personne à l'initiative de la convocation, ainsi qu'au mode de convocation utilisé. Concernant les destinataires, ils sont en principe tous les membres de l'association en droit de vote au jour de l'Assemblée générale. Cependant, n'oubliez pas d'inviter les collectivités publiques, financeurs de votre association, et les salariés qui pourront apporter un avis consultatif sur certains points particuliers. Vous pouvez également inviter des personnes qualifiées dans des domaines particuliers et le commissaire aux comptes lorsqu'il y a lieu. Il faudra également prêter attention à qui doit être à l'initiative de la convocation sous peine de nullité de l'Assemblée générale. En effet, les statuts et ou le règlement intérieur doivent mentionner la personne en charge de convoquer l'Assemblée générale,
mais il s'agit la plupart du temps du président ou de secrétaire ou d'un membre du comité directeur. Le mode de convocation doit également être respecté, à savoir si la convocation doit être envoyée par courrier ou par mail simplement, ou communiquée par voie de presse par exemple. Dans tous les cas, il faudra respecter les termes des statuts et du règlement intérieur de votre association. Concernant le contenu de la convocation, là encore, soyez vigilants quant à sa rédaction. Il devra notamment comporter les mentions suivantes. Cela paraît logique, mais il ne faut pas oublier de mettre le nom de l'association concernée, la date, l'heure et le lieu de la tenue de l'Assemblée générale. L'ordre du jour, qui doit parfois, suivant certains statuts, être établi par le comité directeur. Il pourrait être le suivant: accueil des membres, vérification du quorum, présentation du rapport moral, du rapport d'activité, du bilan financier et du projet de budget, l'élection des membres du comité directeur s'il y a lieu et du président, et les questions diverses. N'oubliez pas également de donner la parole à vos partenaires qui soient issus des collectivités ou de partenariats privés. L'identité de l'auteur de la convocation devra également être précisée afin de vérifier s'il est bien habilité à convoquer l'Assemblée. N'hésitez pas à mettre à la fin de la convocation une procuration pré-rédigée, si les statuts le permettent bien évidemment, pour que les membres ne pouvant être présents n'aient plus qu'à la remplir et la donner à un autre membre. Vous pouvez ainsi éviter que le quorum ne soit pas atteint à la première convocation. Pour finaliser la préparation de votre Assemblée générale annuelle, prévoyez son déroulement. Tout d'abord, en réunissant au moins un mois avant les membres du comité directeur pour valider l'ensemble des documents qui seront présentés. Définissez le rôle de chacun, notamment qui présentera les documents et qui animera les débats. Préparez les listes d'émargement et le matériel nécessaire à la bonne tenue de l'Assemblée générale et organisez un pot de l'amitié si les finances de l'association le permettent, bien entendu. Ensuite, en anticipant les questions diverses par rapport aux difficultés qui ont été rencontrées au cours de l'année et les pistes de réflexion pour l'année à venir. Enfin, en anticipant les élections par la préparation des bulletins de vote s'il y a lieu. Abordons donc maintenant le déroulement de l'Assemblée générale. Le jour J commencera par l'installation de la salle que vous aurez préalablement réservée. On profitera de l'accueil des membres pour leur faire signer la feuille d'émargement qui est un gage du respect du quorum. Cette dernière sera ensuite mise en annexe du procès-verbal. Un président et un secrétaire de séance seront désignés, mais il s'agit généralement du président et du secrétaire de l'association. Ils ont en charge de vérifier que le quorum est bien respecté conformément au statut. L'Assemblée générale est ensuite ouverte par le président qui, après avoir rappelé l'ordre du jour, lancera les débats. Les membres procéderont au vote des différentes résolutions à la fin de chaque débat. Pour la bonne tenue de l'Assemblée générale, il est recommandé de ne donner la parole qu'aux personnes qui en ont le droit, ainsi que les personnes dûment mandatées pour représenter les personnes non présentes. De plus, si les statuts prévoient l'envoi des questions diverses au préalable, le président de séance devra s'en tenir à ces questions. Il est ainsi dans son droit de refuser toute autre question qui ne rentrerait pas dans le cadre du vote des différentes résolutions à l'ordre du jour. Il est important également de vérifier dans les statuts et le règlement intérieur de l'association quels membres ont le droit de vote lors de l'Assemblée générale, quel type de majorité est requise pour l'adoption des résolutions, par exemple la majorité simple, la majorité absolue ou la majorité qualifiée, mais aussi quelle assiette de calcul de la majorité, à savoir la majorité des membres présents, ou bien la majorité des membres présents ou représentés, ou la majorité des voix. À l'issue de l'Assemblée générale annuelle, il sera indispensable de rédiger un procès-verbal de la réunion. Dans ce cadre, nous allons maintenant voir ce qu'est un procès-verbal et ce qu'il doit comporter. Sa rédaction est essentielle afin d'établir la régularité des décisions qui ont été votées et adoptées au cours de l'Assemblée générale. Le procès-verbal est le compte-rendu des débats et le résultat des votes de ces décisions. Son contenu est libre, mais il est préférable qu'il indique notamment la dénomination de l'association, la date et le lieu de l'Assemblée, le mode de convocation, l'ordre du jour, préciser que la feuille de présence est en annexe
les noms, prénoms et qualités des membres du bureau et du comité directeur qui sont présents, si le quorum est atteint, ainsi que le nombre de membres présents ou représentés, les documents et rapports qui ont été soumis à l'Assemblée générale, le résumé des débats, le texte des résolutions mises au vote, le résultat des votes et, ne pas oublier, les signatures du président et du secrétaire de séance. Une fois le procès-verbal rédigé, à qui doit-on le transmettre? Généralement, aux membres de l'association, selon les statuts, aux collectivités publiques, à la Ligue et au comité régional de tutelle, au comité provincial s'il en existe un, à la Fédération française de tutelle pour les ligues et comités régionaux, au comité territorial olympique et sportif, également pour les ligues et comités régionaux, à l'État, c'est-à-dire au bureau des associations, le SIAGE, qui est le Centre interadministratif général de l'État, selon le type d'assemblée générale, comme par exemple s'il y a un changement de dirigeant, et à la banque, selon les cas. Nous pouvons ainsi constater que la tenue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle demande un certain formalisme, conformément aux statuts et règlements intérieurs de l'association, qui, s'il n'est pas respecté, pourrait entraîner des irrégularités. Dans cette dernière partie, nous allons donc aborder ce qu'il se passe en cas d'irrégularité de l'Assemblée générale ordinaire annuelle. Dans un premier temps, il est à noter que le délai pour agir est de 5 ans à compter de la date de la tenue de l'Assemblée générale. Ce principe est posé par l'article 1304 du Code civil. Mais qui peut demander l'annulation des décisions prises en Assemblée générale? Toute personne ayant qualité à agir ou toute personne ayant été victime de l'irrégularité. Exemple, un membre de l'association. Quelle sanction est alors appliquée? Il faut savoir que toute délibération prise dans des conditions irrégulières est annulable par le juge après saisine du tribunal compétent par une personne ayant intérêt à agir. Dans ce cadre, il est très important de respecter les statuts et le règlement intérieur de l'association afin d'éviter toute irrégularité tant au niveau de la convocation que de la tenue de l'Assemblée générale. Et de rédiger également un procès-verbal relatant l'ensemble des décisions qui auront été adoptées au cours de cette assemblée. Ce module est à présent terminé, je vous remercie de votre attention et place au quiz.